Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un phénomène particulièrement étonnant du siècle des Lumières que l'on a appelé le despotisme éclairé. Et pour aborder ce sujet, j'ai choisi une question volontairement provocante. S'agirait-il de souverains schizophrènes? En effet, ces despotes, c'est-à-dire ces souverains éclairés, se mettent à l'école des Lumières et se retrouvent partagés en deux, entre une personnalité de roi qui dirige l'État avec puissance et une personnalité d'homme intéressé par les idées des Lumières qui cherche à accorder plus de liberté aux citoyens. J'aurais aussi pu choisir comme question un oxymore lumineux. Vous vous souvenez en effet du sens du mot oxymore. On appelle oxymore en français la figure de style qui rapproche deux mots de sens contraire. Or ici, le mot despote, qui désigne le roi avec une nuance presque dictatoriale, comme s'il était un dictateur, s'oppose assez fortement à l'adjectif éclairé, qui renvoie à l'idéologie des Lumières, qui, vous le savez, prône la raison, mais aussi la liberté. Dans cette petite vidéo, nous allons nous demander qui sont les despotes éclairés et avec quels philosophes ils sont en relation. Nous allons ensuite essayer de voir comment ils arrivent à concilier, c'est-à-dire à faire fonctionner ensemble leur fonction de roi et leur intérêt pour les Lumières. Nous verrons ensuite les réformes qu'ils mettent en œuvre, ce qui peut expliquer ce phénomène, et enfin, dans une deuxième vidéo qui sera optionnelle, que vous n'êtes pas obligé de regarder, nous verrons comment les philosophes, nous verrons en fait comment Voltaire parle du pouvoir dans ses œuvres. Alors, qui sont les despotes éclairés? Au XVIIIe siècle, plusieurs monarques absolus de droit divin s'intéressent personnellement aux idées des philosophes des Lumières. Ces idées leur sont pourtant sont opposées au fonctionnement des monarchies de cette époque, et vous le savez déjà. En Russie, la tsarine Catherine II, qui en fait est une Allemande, est arrivée sur le trône de Russie par un mariage. L'empereur d'Autriche, Joseph II, et enfin Frédéric II de Prusse sont les exemples les plus connus de ces monarques qui se sont intéressés à titre personnel aux idées des Lumières. Attention, ces monarques restent des monarques absolus de droit divin et souvent des monarques particulièrement violents. L'impératrice Catherine II est ainsi montée sur le trône de Russie à l'occasion d'un coup d'État et a même fait assassiner son mari, l'empereur Pierre III. Le roi, Frédéric II de Prusse est à la tête d'une des plus grandes armées d'Europe et d'une armée très redoutée à travers toute l'Europe. Alors, avec qui correspondent-ils? Ce sont des lecteurs cultivés, intelligents. Ils correspondent en français, qui est une des langues qu'ils ont apprises, avec les penseurs les plus célèbres de leur temps. Ils les invitent même à leur cours. Vous connaissez l'exemple de Rousseau qui a voyagé. Alors Rousseau n'est pas allé dans beaucoup de cours, mais Rousseau a voyagé à travers l'Europe. Voltaire, évidemment, vous le savez, a passé une partie de sa vie à la cour du roi Frédéric II de Prusse. Et enfin, Diderot a été invité par l'impératrice de Russie, Catherine II, auprès de laquelle il s'est rendu pendant quelques années. Ces philosophes voyagent donc. Vous voyez sur cette carte les voyages de Rousseau entre l'Angleterre, l'Italie, la France et la Suisse dont il est originaire, les voyages de Voltaire qui passera par les Provinces-Unies. À l'époque, cet État est une des premières républiques. Vous voyez signalé en vert sur la carte des formes assez originales de gouvernement de l'époque qui sont des républiques. Voltaire passe par les Provinces-Unies parce que là-bas, la presse est beaucoup plus libre qu'en France, et notamment l'édition est beaucoup plus libre. On peut imprimer presque tout ce qu'on veut aux Provinces-Unies. Il est ensuite allé à la cour du roi Frédéric II de Prusse, puis est retourné passer la fin de sa vie entre Ferney et Genève avant de mourir à Paris. Enfin, Diderot, nous vous l'avons dit, s'est rendu jusqu'en Russie à l'invitation de l'impératrice Catherine II, qui voulait avoir ses avis et ses conseils sur la réforme de l'État. Comment ces souverains peuvent-ils concilier leur intérêt personnel pour les Lumières avec leur fonction royale? Alors, dans toutes les monarchies européennes, le souverain bénéficie, et cela depuis longtemps, d'une certaine tolérance pour sa vie privée. Au XXe siècle, un savant britannique qui s'appelle Kantorowicz a inventé pour expliquer ce phénomène l'expression des deux corps du roi. Et nous pouvons donc distinguer deux personnes dans le roi, deux corps dans le roi. Le corps privé du roi,
c'est son corps d'homme, avec ses émotions, avec ses goûts, et ici, avec son intérêt pour la philosophie des Lumières. Le corps monarchique du roi, au contraire, c'est l'institution royale elle-même. En tant que roi, le roi est obligé en matière politique, en matière religieuse, en matière idéologique. Et ces obligations-là, ici, impliquent son rejet des Lumières. Vous voyez donc qu'une seule et même personne, le roi, Frédéric II par exemple, ou Catherine II de Russie, se retrouve en même temps dans une position privée qui s'intéresse aux Lumières et dans une position publique qui s'oppose aux Lumières. Deuxième facteur qui permet de gérer cette difficulté, les Lumières ne sont pas un bloc. Il y a à l'intérieur des Lumières des idées totalement diverses, voire opposées. Par exemple, Rousseau et Voltaire s'opposent violemment sur la question de la propriété. Rousseau est un adversaire de la question de la propriété parce qu'il pense que la propriété est à l'origine de l'inégalité des hommes, alors que Voltaire pense, à l'école des Anglais, que la propriété est une nécessité des civilisations avancées et que c'est grâce à la propriété privée que les civilisations progressent. La vision de la religion de Voltaire et de Diderot sont presque diamétralement opposées. Ainsi, les Lumières ne forment pas un bloc. Par ailleurs, on peut distinguer à l'intérieur de Lumière plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Il y a le domaine politique, qui évidemment est plutôt libéral, mais il y a aussi le programme scientifique et technique des Lumières. Nous avons voulu vous représenter ceci sur cette diapositive avec l'esprit des lois, le texte de Montesquieu, qui incarne le programme politique des Lumières, la séparation des pouvoirs, la promotion de la liberté individuelle. Et à côté, une page de l'encyclopédie qui montre bien que les Lumières sont aussi un mouvement scientifique, technique, intellectuel proprement dit. Alors, que vont faire nos amis les despotes éclairés? Eh bien, ils vont surtout mettre en œuvre des réformes scientifiques et techniques. À l'école des Lumières, ces despotes éclairés ne réforment que très peu les institutions monarchiques. Quelques petites réformes. Joseph II, par exemple, abolit le servage, qui est une forme d'esclavage dans l'Empire. Catherine II essaie de réformer la justice dans son pays, mais toutes ces réformes sont très timides, finalement. En revanche, ils ont une grande action de réorganisation de l'administration, de l'économie et même de la société au profit de l'efficacité de l'État. Ce sont les premières réformes qu'on pourrait appeler de rationalisation de l'État. On organise l'État pour qu'il soit plus efficace. En particulier, Louis XIV demeure un modèle et une référence pour l'ensemble de ses souverains. Alors, je vais vous demander de consulter la page Wikipédia consacrée au despotisme éclairé et notamment le paragraphe qui porte sur les réformes des despotes éclairés. Je mets le lien sous cette vidéo. Vous allez lire attentivement ce paragraphe et nous poserons quelques questions dans le quiz qui va suivre cette vidéo. Qu'est-ce qui explique ce phénomène du despotisme éclairé? Alors, vraiment pour être schématique, on peut dire d'une part que pourquoi les despotes éclairés fréquentaient les philosophes? Par intérêt authentique. Ce sont des personnes, Catherine II et son cousin Frédéric II, ont une vraie culture et un vrai intérêt pour les idées des philosophes des Lumières. Mais aussi par vanité, évidemment. Ça fait toujours chic d'avoir un philosophe à sa table. Vous savez, à cette époque, au XVIIIe siècle, les vrais stars, ce sont les penseurs. Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant ont une très très grande notoriété à travers l'Europe. Et inviter Voltaire chez soi, c'est inviter une star en fait. Enfin, on peut penser que ces despotes éclairés les fréquentent aussi par intérêt. Parce que avoir cette star chez eux, c'est leur permettre d'avoir un certain rayonnement. Frédéric II, quand il invite Voltaire, gagne en invitant Voltaire tout le prestige dont Voltaire jouit à travers l'Europe. Voltaire a choisi la Prusse pour vivre. C'est donc que la Prusse est un État digne de ce nom. De leur côté, pourquoi les philosophes acceptent-ils les invitations des philosophes des Lumières? On peut dire, pour commencer, par une forme de naïveté ou d'illusion. Évidemment, Voltaire et Voltaire et Diderot ont pensé que leur présence à la cour de Prusse et de Russie allait leur permettre de conseiller le souverain, de l'aider à mener des réformes. Mais très rapidement, dans les deux cas, ils se rendront compte que ce n'est pas le cas. On peut dire que c'est aussi par vanité, parce que si c'est chic pour Frédéric II d'avoir Voltaire à sa cour, c'est chic aussi pour Voltaire d'être à la cour du roi de Prusse. Et sans doute également par intérêt. Au XVIIIe siècle, les auteurs vivent assez mal des textes qu'ils écrivent, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être financés, ils ont besoin d'être aidés. Aussi, être à la cour d'un roi, être invité par un roi, ça veut dire recevoir de l'argent, ce qu'on appelle une pension,
Et évidemment, il y a un intérêt matériel qui existe derrière. Merci pour votre écoute. Si vous voulez, vous pouvez poursuivre avec la deuxième vidéo qui est consacrée à 2 extraits de Voltaire. Et quoi qu'il en soit, vous devez réaliser le petit quiz qui est associé à cette vidéo. Bon travail à tous.